Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. C'était Ella Nancy Ajram et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. Et si je vous dis que désapprendre est la meilleure façon pour apprendre et avancer dans la vie, comment le cerveau peut nous faire réussir et échouer? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Bonjour Monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour Manel, comment ça va? Très bien. Et vous? Eh ben, je suis content de ne pas m'être réveillé pour rien. Mais non, dis donc. Vous avez suivi les stories avec Madame Soraya Arlid, en fait. Bien sûr, mais je te suis 24/24, bien sûr. Pour expliquer à mes auditeurs qui ne nous suivent pas sur Instagram, Madame Soraya Arlid, hier, c'était un jour férié. Elle s'est levée, elle a pris sa douche, elle s'est maquillée, elle s'est mise devant sa caméra pour faire l'émission directe sur Arabelle. Sauf que c'était un jour férié. Et je m'excuse en direct auprès de Madame Soraya Arlid. Je suis désolée, j'ai oublié de la prévenir, en fait, que c'était un jour férié, vu qu'elle habite au Maroc actuellement. Alors, vous avez de la chance, Monsieur Mohamed El Menjra, qu'on est là aujourd'hui. Et que ça ne soit pas férié, ok. C'est de ma faute, j'avoue. Alors, Monsieur Mohamed El Menjra, apprendre à désapprendre, c'est la suite aujourd'hui. C'est un mot qui nous paraît un peu barbare, désapprendre. Mais vous allez nous expliquer aujourd'hui pourquoi désapprendre pour apprendre. S'il y a quelque chose à retenir de l'émission passée et qui m'a vraiment marqué, c'est que les meilleures décisions sont celles qui ne passent pas par le filtre d'une analyse objective. Si vous permettez, on va faire quand même un petit rappel pour celles et ceux qui ont raté l'émission passée. Si vous pouvez nous expliquer la différence entre l'intuition et l'instinct. L'intuition, c'est l'univers qui vous envoie une réponse. Vous posez une question, vous avez quelque chose qui vous travaille. Et donc, soudainement, vous avez cette réponse que vous recevez. Vous ne savez pas d'où ça vient. Mais ce qui est essentiel, c'est que ça ne passe pas par le cerveau. Donc, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'altération de l'idée. L'instinct, c'est vos cellules en interne qui vous donnent une réponse et qui communiquent avec vous. Donc, en fin de compte, on est toujours en train de communiquer avec nous-mêmes, en interne. C'est ce qui s'appelle l'instinct. Et on est en train de communiquer avec le reste du monde, le reste de l'univers. C'est l'intuition. Ce sont des méthodes de communication qui sont extrêmement puissantes. Quand on écoute notre instinct, quand on écoute nos intuitions, à ce moment-là, on arrive à prendre de meilleures décisions. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On observe qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à analyser, à être trop logique, à faire le pour et le contre. Et cette analyse est très restrictive parce qu'elle ne fait pas appel à d'autres capacités au-delà de notre simple intelligence du quotidien. Alors, on avait dit aussi l'émission passée, M. Mohamed El Menjra, que tout ce qui est intuitif, on ne peut pas le changer, sinon il ne sera pas intuitif. J'aurais encore beaucoup de questions parce que ce n'est pas encore clair pour moi par rapport à tout ce qui est intuitif. Mais avant ça, si vous permettez, un petit rappel aussi, est-ce que l'instinct, pas l'intuition, hein, l'instinct, est-ce que l'instinct peut réussir là où l'intelligence échoue? Oui, parce que nos instincts sont basés sur l'essence de nos cellules à l'intérieur de nous-mêmes. Nos instincts sont génétiques, ils sont en nous et ils sont basés sur un principe de foi en notre existence, foi en notre capacité à survivre et foi en notre capacité à nous adapter. C'est un peu un logiciel qui est à l'intérieur de nos cellules. Donc nos instincts sont toujours en train de nous envoyer des messages, de nous envoyer des idées, de nous donner des indices, comment vivre notre vie. Le problème, c'est que quand on laisse nos croyances qui sont basées sur la peur court-circuiter ces instincts, les messages de ces instincts, et en faisant cela, à ce moment-là, on n'a pas de vie exceptionnelle. Ce n'est seulement que quand on commence à faire confiance à nous-mêmes, à écouter nos instincts, pour ça quand on dit il faut apprendre à s'écouter, fais-toi confiance, c'est la même façon de dire écoute tes instincts. Et quand on comprend le pouvoir de nos instincts, quand on commence à écouter nos instincts, quand on commence à être en harmonie avec nous-mêmes, quand on commence à décider en accord avec l'intérieur de nous-mêmes et pas juste l'extérieur de nous-mêmes, à ce moment-là, on réalise des choses extraordinaires dans notre vie.
Merci beaucoup, David Rose Nada. Un coucou sur Instagram, un coucou aussi à vous aussi, Monsieur Mohamed Menjra. Merci beaucoup. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, c'est un sujet que vous m'avez suggéré, proposé. J'ai été faire des recherches et je me suis rendu compte que à certains moments dans ma vie, j'étais totalement à côté de la plaque parce que je ne comprenais pas les dangers de ne pas comprendre justement mon instinct primaire, les choses que mon instinct me fait faire. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous dire le danger de ne pas comprendre son instinct? Le danger de ne pas comprendre notre instinct, c'est d'aller à l'encontre de notre propre nature, c'est d'aller à l'encontre de qui on est. Et qu'est-ce qui s'est passé dans notre éducation, dans l'histoire, dans la façon dont on a été informé? On nous a toujours fait croire que si on écoute nos instincts, c'est qu'on est brut, c'est qu'on est sauvage. Les religions, à travers l'histoire, même les sciences, nous ont toujours dit non, non, non. Si tu écoutes tes instincts, c'est pas bien. Il faut que tu analyses, il faut que tu te disciplines. Donc, quand je parle d'écouter les instincts, je parle d'écouter les instincts par rapport à des réponses et des décisions qui nous sont personnelles et importantes. Bien sûr, on doit respecter les lois en vigueur, on doit respecter les règles en vigueur. Mais dans ce cadre où on respecte les lois et on respecte l'environnement et on respecte autrui, nos instincts sont en train de nous envoyer des messages. Et qu'est-ce qui se passe? On nous a toujours fait croire que si tu écoutes ton instinct primaire, attention, si tu es trop spontané, si tu es trop toi-même, si tu écoutes ce que tu as envie de faire, à ce moment-là, tu ne vas pas réussir. Et le problème de faire cela, c'est qu'on a tué notre créativité et on a tué notre capacité à nous adapter. Et donc, le danger de ne pas comprendre et écouter son instinct primaire, c'est d'aller à l'encontre de sa propre nature, c'est d'aller à l'encontre de ce qui est essentiel pour nous-mêmes, et c'est de vivre une vie qui est beaucoup plus une copie de la vie des autres plutôt qu'une originalité de notre propre vie. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Quand vous parlez de religion, vous parlez plutôt des interprétations, parce que religieusement en parlant, l'instinct est trop présent. Par exemple, si on prend notre religion, la religion islamique, l'instinct est présent vraiment dans tous les récits. Oui, moi je parlais en général, je parlais des religions, les philosophies, je parle de façon générale. On nous a souvent fait croire que écouter nos instincts, que écouter notre intuition, qu'être spontané, qu'être nous-mêmes, que de nous exprimer à travers les siècles, dans tous les pays, dans toutes les religions, que c'était pas bien, qu'il fallait s'asseoir, qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait se contrôler, qu'il fallait analyser et qu'il fallait prendre le temps de maîtriser nos idées. Or, ce n'est pas une bonne chose, parce que quand on le voit dans l'histoire, les meilleures inventions, les meilleures découvertes, les choses les plus extraordinaires qui sont arrivées à la race humaine sont arrivées parce que quelqu'un a été spontané, quelqu'un a écouté l'intérieur de lui-même. Être nous-mêmes, tout simplement. Cette phrase me parle beaucoup, Monsieur Mohamed Menjra. Finalement, c'est la meilleure façon pour attirer à nous ce qu'on désire. Être soi-même, attirer aussi les bonnes personnes et les meilleures aussi, les bonnes circonstances dans la vie. Absolument. On n'attire que ce que l'on pense. Ce que l'on pense, quand on pense à quelque chose, on l'attire. Quand on vit et qu'on ressent quelque chose, on l'attire. Il faut faire attention. Donc, si moi, je suis en harmonie avec moi-même, si je suis honnête avec moi-même, si je suis intègre avec moi-même, ça veut dire il y a quelque chose qui me dérange, je ne vais pas la faire. Il y a quelque chose qui est important pour moi, une décision essentielle, je vais la prendre. Quand on développe cette harmonie, cette cohérence en interne, soudainement, notre environnement externe est complètement en harmonie aussi avec cet environnement interne. Où c'est que les conflits arrivent? C'est quand il y a à l'intérieur de nous-mêmes des conflits. Alors, il y a des choses qui arrivent des fois qu'on ne comprend pas. Beaucoup de gens qui sont dans la métaphysique et dans la neuroscience ont démontré que quand, par exemple, vous avez un conflit en interne, il y a une partie de vous qui veut faire quelque chose et il y a une partie de vous qui ne veut pas faire cette chose. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un schisme à l'intérieur de nous-mêmes, il y a vraiment une fracture. Eh bien, ça explique que dans certains cas, la personne peut connaître une fracture au niveau de ses os ou une fracture physique. Donc souvent, cette fracture physique n'est que l'émanation d'une fracture en interne et d'un conflit en interne. Pour éviter ce genre de choses, c'est important de rester égal à nous-mêmes, c'est important de rester honnête avec nous-mêmes.
Alors, Monsieur Mohamed Menjra, si je comprends bien, vous essayez d'éveiller, c'est en quelque sorte essayer d'éveiller à la conscience ce que nous sommes physiologiquement, se comprendre. Oui, oui, oui. Parce que ce que l'on pense, on l'attire, et ce qu'on ressent, on le devient. Il faut faire très attention à ce qu'on pense. Ah. Avec nos pensées, nous construisons notre monde. Monsieur Mohamed Menjra, comment l'instinct et la mémoire du danger créent la peur en nous? Le conscient, il faut considérer que c'est comme une immense caméra, et notre ego, c'est lui qui dirige l'objectif. Alors, est-ce que vous pouvez répéter? C'est pas encore clair pour moi. D'accord. Notre conscient, imaginez que notre conscient, c'est-à-dire quand on veut faire quelque chose consciemment, c'est une immense caméra, un appareil de photo. D'accord. Et donc, cette caméra, qui c'est qui dirige le focus de la caméra? Qui c'est qui oriente la caméra? Qui c'est qui fait tourner la caméra? C'est notre ego. Ah. Donc notre ego, notre instinct de survie, notre peur, il est toujours en train de diriger cette caméra. Regarde par-ci, regarde par-là, fais ci, fais ça. Et le danger, quand on laisse en quelque sorte trop notre conscient prendre le dessus, on est toujours en train de vivre dans nos mémoires, on est toujours en train de... L'ego ressort nos souvenirs, l'ego ressort nos défaites, nos échecs, et on laisse en quelque sorte nos souvenirs, nos mémoires et notre expérience passée continuer à dicter notre expérience future. Et le danger, vous avez l'ego qui prend le dessus, donc il est toujours en train de te dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, tu aurais dû faire ça, tu n'es pas bien. Et il est en train d'utiliser ce qui a été fait dans le passé pour le transposer dans le futur. Alors que quand on laisse nos instincts prendre le dessus, à n'importe quel moment où votre instinct communique, c'est l'intérieur de vous-même et cette vraie identité que vous avez en interne qui s'exprime indépendamment des échecs. Donc, vous écoutez trop votre ego, vous écoutez trop votre tête, vous êtes en train de rabâcher les erreurs que vous avez faites dans le passé et les transposer dans le futur. Vous écoutez votre instinct et vous écoutez vos intuitions. À ce moment-là, vous êtes toujours en train de décider indépendamment de vos échecs. Parce que c'est ça la réussite, c'est de pouvoir aller de l'avant de la vie sans constamment traîner et ressasser ces échecs passés. Magnifique. Je rappelle juste à mes auditeurs qu'on a déjà fait une série d'émissions sur l'ego, le danger de laisser son ego diriger notre vie. Les émissions sont publiées sur YouTube. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, vous dites qu'on a tendance à se concentrer, enfin le cerveau, pas nous, le cerveau, a tendance à se concentrer sur la négativité ou tout ce qui est négatif. Ici, j'ai lu une phrase qui a vraiment attiré mon attention, si vous voulez bien la commenter. Donc, en parlant de cette dissymétrie, il faut, on va dire, multiplier par 5, voire 10 les bonnes actions pour établir l'équilibre. C'est-à-dire que notre cerveau va créer toujours un déséquilibre entre le positif et le négatif. Et pour chasser le négatif, il faut multiplier, même pas faire un acte positif, mais fois 5, fois 10 pour établir un équilibre. Oui, le cerveau dans le cerveau, il y a cet ego qui est un instinct de survie. Son rôle, c'est de nous assurer qu'on arrive à survivre. Excellent. Il se trouve qu'à force de vouloir être obsédé par notre survie, il commence à détecter le danger. Il commence à ne se rappeler que du danger. Et il commence à donner trop d'importance au danger parce qu'il est convaincu qu'en détectant le danger, il va être protégé. C'est pour ça que les gens sont beaucoup plus, en général, négatifs que positifs. C'est pour ça que les gens sont beaucoup plus pessimistes qu'optimistes. Ils sont beaucoup plus à l'aise quand ils détectent et anticipent le danger, plutôt que de se laisser aller de l'avant. Donc ce que l'on doit faire, on doit s'éduquer pour apprendre à aller de l'avant, pour apprendre à écouter son instinct, pour apprendre à décider, pour apprendre à trancher. Et on peut mettre de côté et plus ou moins conditionner ou contrôler cet ego et cette peur. Donc cette personne qui disait la citation a parfaitement raison, parce qu'il faut faire beaucoup d'actes pour contrecarrer cette peur, cet ego qui lui prend le dessus. Alors ça c'est des choses que les gens font en travaillant sur eux-mêmes, c'est des choses que les gens font quand ils apprennent à s'améliorer, quand ils développent une sagesse. Ils font le choix conscient de dire attention, mon cerveau m'aide à faire des choses, mais je ne veux pas que mon cerveau pilote ma vie.
Merci beaucoup. Rabia sur Instagram, elle dit c'est vrai que quand on a un problème avec quelqu'un, il a tendance à se concentrer sur notre côté négatif. Bah, il a tendance, mais je vais dire nous avons tendance, Monsieur Mohamed, tous on est un peu comme ça. Oui, oui. C'est quelque chose qui est dans nos gènes. Ça nous rassure de voir le danger, ça nous rassure de parler des problèmes. Les gens sont beaucoup plus à l'aise de parler de leurs problèmes que de parler des belles choses dans leur vie. Magnifique. Et dans des situations comme ça, quand on est face à quelqu'un qui a tendance à voir notre côté négatif après, on va dire, un malentendu, qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur Mohamed Majal? Lui rappeler ce qu'on a fait de bien, c'est pas une bonne chose. Que faire avec ces gens-là quand il y a des malentendus, qui se passent? Alors, il ne faut pas l'accabler, il ne faut pas lui dire pourquoi tu vois toujours les choses négatives. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je demande à la personne quelle est ta plus grande crainte. Qu'est-ce qui te travaille? Vous avez dans un couple une dispute, vous avez un homme qui dit à sa femme ou sa femme qui dit à son mari pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça. Ce qui est important, c'est pas ce qu'elle est en train de dire. Ce qui est important, c'est quelle est la peur qui est derrière. Quelle est l'appréhension qui est derrière. Il y a un message derrière. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est très négatif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le gêne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le dérange. Donc, si vous appréciez cette personne, essayez de comprendre quelle est la crainte derrière ce qu'il est en train de dire, et en comprenant la crainte ou la peur qui est derrière cela, à ce moment-là, vous apaisez cette peur, et en faisant ça, la personne devient un peu plus à l'aise. Donc, si je comprends bien, il y a toujours une peur derrière une plainte. Absolument, absolument. L'une des peurs les plus importantes, c'est la peur de ne pas contrôler les événements. Ah, et il y a des gens qui ont plus envie de contrôler que d'autres. Oui, et souvent quand quelqu'un vous dit quelque chose, quand quelqu'un s'énerve, souvent, c'est cette idée qu'il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose qui dérape et je ne vais pas contrôler cet événement. Parce qu'on se dit qu'on a ce... Alors, les gens qui sont sages et qui font un travail sur eux-mêmes, ce besoin de contrôler, ce besoin de tout maîtriser, ils le mettent de côté. Ils vivent leur vie en donnant le meilleur d'eux-mêmes, en vivant pleinement. Et ils ne sont plus dans la recherche du contrôle, ils sont plus dans l'appréciation. Le contrôle, vouloir avoir le contrôle sur les choses, sur les circonstances, sur les personnes aussi, sur nos enfants et des mamans aussi, des papas aussi. On a envie de tout contrôler, de ce qui se passe dans la vie de nos enfants. C'est aussi le chemin le plus court vers le malheur, Monsieur Mohamed El-Manjra. Alors, il y a autre chose qu'on peut rajouter par rapport à ta question, comment le cerveau peut nous faire échouer, c'est que l'être humain déteste ce qui n'est pas familier. Encore une fois, ce qui n'est pas familier, ça veut dire qu'il y a du danger. Ce qui n'est pas familier pour le cerveau, c'est de l'inconnu, c'est à l'extérieur de la zone de confort, c'est l'ego qui s'excite et qui commence à s'énerver. Donc si on veut être heureux, si on veut réussir, pour justement contrecarrer ce désir du cerveau de nous cadrer, c'est d'apprendre à être à l'aise avec ce qui n'est pas familier. Apprendre à prendre des risques. Magnifique. On va aller un peu plus dans les détails de comment le cerveau peut nous faire échouer ou réussir. Mais si vous permettez, Monsieur Mohamed Manjra, ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El-Manjra, spécialiste en transformation rapide. Apprendre à désapprendre. Comment le cerveau peut nous faire échouer ou réussir. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Rebonjour, Monsieur Mohamed El-Manjra. Oh, bonjour, Manel. Avant de prendre ce message de Ouda sur Instagram, ce que j'aimerais vous poser comme question, si vous permettez, Monsieur Mohamed El-Manjra, est-ce qu'à certains moments dans votre vie, vous avez eu le sentiment que votre cerveau était en train de vous faire échouer? Oui, c'est quand la peur prend le dessus et que je ne vois que des problèmes et que je vois la fin du monde et que je généralise dans ma vie et que je me dise que mon futur est égal à mon passé et que je ne vois pas d'issue. On a des moments, on est humain, on doit vivre toutes les émotions, on passe par ces moments difficiles, mais il faut très rapidement se reprendre et aller de l'avant. Donc, prendre conscience que notre cerveau est en train de nous faire échouer, c'est déjà la première étape pour s'en sortir. Si je pouvais faire une émission avec toi chaque mardi que sur la peur, ça ne serait pas assez.
pour montrer aux gens comment laisser la peur, comment laisser notre cerveau, comment laisser la logique guider notre vie, fait que nous avons des vies qui sont médiocres, guidées et pas passionnantes. Des vies médiocres. C'est fort, hein, ce que vous utilisez comme vocabulaire, Monsieur Mohamed El Menjra. Oui, parce qu'à chacun, moi je suis sûr d'une chose, chacun à l'intérieur de nous-mêmes a une force extraordinaire, a une capacité extraordinaire, quel que soit son nom, son sexe, sa race, son origine, son éducation. On a tous des choses extraordinaires à apporter, on a tous des choses extraordinaires à réaliser. Malheureusement, beaucoup de personnes, la plupart des gens, ils préfèrent laisser la peur guider leur vie plutôt que la passion et leur envie de réaliser des choses extraordinaires. Et ça, c'est un message que je rabâche tous les jours. Vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas ce qui est arrivé dans votre vie. Apprenez de ce qui est arrivé dans votre vie, apprenez de vos échecs. Mais vous avez toujours la possibilité de vous reconstruire. Vous avez toujours la possibilité de gagner de l'argent. Vous avez toujours la possibilité de rencontrer cette personne exceptionnelle. Vous avez toujours la possibilité de vivre là où vous avez toujours voulu vivre. Donc, les gens abandonnent parce que très vite, ils laissent leur peur et leur cerveau prendre le dessus. Par contre, les enfants, jusqu'à leur adolescence, il n'y a pas de peur. Ils sont toujours en train d'essayer, ils sont toujours en train d'expérimenter, ils tombent, ils se cassent la gueule, ils remontent, etc. Donc, c'est comme ça qu'on doit vivre. On doit être comme des enfants en gardant notre spontanéité, mais on doit être comme des adultes en ayant un peu plus de maturité, une meilleure analyse. Magnifique, parce que vous prenez l'exemple des enfants, c'est-à-dire qu'on peut se reconstruire 1, 2, 3, 4, 5 fois, et la vie, c'est des hauts et des bas. Une fois on a compris qu'on peut échouer plusieurs fois et qu'on peut se reconstruire encore plusieurs fois, on vit sereinement. C'est très simple, la vie est simple, Monsieur Mohamed El Menjra. La vie est simple, la vie est magnifique, on se la complique. La dernière fois, j'ai vu une présentation d'un speaker américain qui faisait une présentation extraordinaire. Il se trouve que ce gars-là, il n'a pas de jambes et il a un seul bras. Oh. Mais il fallait voir avec quelle passion cette personne parlait. Moi, je vois autour de moi des gens qui ont tout et qui se prennent la tête. On se prend la tête pour des futilités, on se prend la tête pour des banalités, on se prend la tête parce qu'il y a quelque chose qui est très légèrement arrivé différemment de ce qu'on pensait ou comment on aurait voulu qu'elle arrive. Et c'est des futilités. On se prend la tête. Quand on y pense, la plupart d'entre nous sont dans des situations où, globalement, on ne va jamais mourir de faim. Globalement, il y a quand même une prise en charge médicale. Nous vivons quand même dans des pays où il y a un minimum de civilité, où il y a un minimum de tissu social. De sécurité surtout. Bien sûr, et les gens se prennent la tête pour ci, ils se prennent la tête pour ça, ils s'énervent. Je pourrais vous donner des exemples et des exemples de stupidité de l'humain. Stupidité de l'humain quand il laisse sa peur prendre le dessus. Mais par contre, je peux aussi vous donner l'exemple de personnes extraordinaires. J'avais écrit dans mon livre, je racontais l'histoire d'une famille de nains, des personnes petites de taille. Ils habitent dans pratiquement un bidonville à l'extérieur de la ville de Rabat. Je suis allé les voir. Il y a 2 sœurs et un frère. Donc ils sont petits de taille, ils font 1m10, 1m20. Et les 3 sont devenus champions du monde paralympique. Ils habitent dans un bidonville, c'est des nains, et malgré ça, ils sont devenus champions olympiques et champions du monde dans les paralympiques. Et donc, quand j'ai pris mon fils, je l'ai amené là-bas, je lui ai dit, regarde ces gens-là où ils habitent, regarde les médailles, ils ont une petite pièce, quand vous rentrez dans la pièce, il y a plein de médailles, il y a plein de photos avec le ministre, avec le roi, avec ci, avec ça. Et je lui ai dit à mon fils, je lui ai dit, regarde cette personne où elle habite, regarde ce qu'elle a pu accomplir, alors jamais ne trouve des excuses à tes échecs. Alors qu'est-ce que font les gens? Ils trouvent des excuses. Ils accablent le sort, ils accablent la ville, ils accablent le gouvernement, ils accablent le temps, ils accablent tout. Donc il faut faire le choix et j'arrête pas de matraquer ça. S'il vous plaît, n'écoutez pas votre peur, écoutez votre passion, écoutez votre cœur, écoutez votre envie de faire des choses extraordinaires. Parce que la vie est extraordinaire et le principe de la vie en lui-même est quelque chose d'extraordinaire. Ce que j'ai envie de dire, Monsieur Mohamed El Menjra, mes auditeurs et auditrices, c'est que dès que vous commencez, premier réflexe, à trouver des excuses à votre échec, c'est là, on se dit, alerte rouge, mon cerveau est en train de me jouer des tours et me faire échouer. C'est bien ça, Monsieur Mohamed El Menjra. Oui, la bonne question, c'est pas j'ai échoué, je suis une mauvaise personne. La bonne question, c'est j'ai échoué, qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Donc, on est déjà en train de se préparer à l'idée qu'on va faire quelque chose, qu'on va continuer à aller de l'avant et avec l'idée d'apprendre.
Il faut toujours vivre en mode croissance, en mode amélioration. Vous êtes toujours dans l'apprentissage. Votre passé, c'est pour l'expérience. Votre passé, c'est pour les leçons. Donc, quand quelque chose vous arrive, très bien, j'ai pas réussi ce projet, comment je vais réussir le prochain projet? Comment je vais pouvoir mieux faire? Qu'est-ce que je vais apprendre de mes échecs et que je vais utiliser dans le nouveau projet? Donc, vous êtes toujours dans le nouveau projet, vous êtes toujours dans aller de l'avant. Vous sortez d'une relation, vous prenez un peu de temps. Qu'est-ce qui a échoué dans la relation? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je ferai différemment? Et quand vous apprenez et que vous allez de l'avant, votre vie est extraordinaire. Mais vous ne pouvez pas, chaque fois que vous avez un échec, vous dites, ça y est, c'est terminé, j'ai échoué cette entreprise, j'arrête, je reste là, c'est la fin du monde. Et c'est ce que font les gens. Magnifique. On a le choix. On a le choix. Seuls ceux qui ne font rien du tout, qui n'échouent jamais. Monsieur Mohamed El Menjra, Houda, c'est bien Houda sur Instagram. Donc elle dit, bonjour Manel, j'ai un problème de mémoire. Je suis en dernière année ingénieur industriel. Au niveau de compréhension, je maîtrise, mais pour mémoriser ce que j'ai compris, elle a mis entre parenthèses mémoire du poisson. J'oublie toutes les formules, les mots, etc. Comment faire. Alors ici aussi, c'est un exemple de comment notre cerveau peut nous faire échouer. C'est aussi, on va dire, mon problème. Elle parle de mémoire. Elle dit mémoire du poisson, mais est-ce qu'on peut aussi parler de mémoire à court terme? Parce que si on réalise pas qu'on a une mémoire à long terme et une mémoire à court terme, c'est-à-dire que je peux stocker des éléments dans la mémoire à court terme, je vais vite oublier. Est-ce que c'est bien ça, M. Mohamed El Menjra? Oui. Les problèmes de mémoire sont reliés à des problèmes de concentration. C'est parce qu'au moment où on est en train de capturer l'information, de capter l'information, on est en train de penser ailleurs. Donc ce que je lui conseillerais, c'est que quand elle travaille, quand elle étudie, qu'elle se mette dans un environnement calme, reposé, sans trop de distractions, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des jeunes qui étudient, ils ont l'ordinateur qui est allumé, ils ont la série, ils regardent leur WhatsApp. C'est pas comme ça. Même consulter, même juste consulter de temps en temps, ça peut nous distraire. Exactement. Voilà, je regarde, c'est quoi ce message, c'est quoi ça? C'est apprendre à se focaliser sur une seule chose à la fois. Je suis convaincu à 100% que son problème de mémoire est fortement lié à un manque de concentration. Donc, ce que je peux lui demander, quand elle est en train d'étudier, elle éteint le téléphone, elle éteint la télé, elle éteint l'écran, elle ne se concentre que sur le contenu de ses études. La deuxième des choses qui peut l'aider pour sa mémoire, c'est apprendre à faire des pauses. Vous étudiez pendant 20 minutes, vous vous concentrez à fond, vous faites une pause de 3-4 minutes, vous vous levez, vous marchez, vous revenez, vous refaites une concentration de 20 minutes. En créant des ruptures comme ça, on améliore notre capacité à assimiler. D'accord. Ce que je peux aussi, si vous permettez, M. Mohamed El Menjra, suggérer à cette auditrice Ouda, c'est quand même aller faire une prise de sang, parce que des fois on peut avoir aussi un problème hormonal au niveau des hormones thyroïdiennes qui peuvent aussi provoquer des troubles de mémoire. Donc ça, c'est la première étape. Et aller creuser, peut-être aller faire des recherches sur internet par rapport à la mémoire à court terme. Peut-être que ça pourra l'aider. Alors Monsieur Mohamed El Menjra, toujours pour répondre à cette question, comment le cerveau peut nous faire échouer ou réussir. Monsieur Mohamed El Menjra, des fois, le cerveau, il a tendance à aller, à prendre toujours les mêmes mauvaises autoroutes. Une façon de penser, une façon de faire, de réfléchir, qui ne mène nulle part. Et des fois, on le sait. C'est comme, on va dire, avoir des automatismes. Comment travailler sur ça? Il faut comprendre le cerveau, ce qu'il fait. Le cerveau, il veut toujours faire 3 choses. Premièrement, il fait ce qu'il pense est bien pour vous. Parce que vous, en interne, vous envoyez un message. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous n'aimez pas quelque chose, le cerveau, il va exécuter. Il ne va pas analyser. Deuxièmement, le cerveau, il réagit aux images et il réagit aux mots que vous utilisez. Quand je parle d'un événement, c'est quoi l'image que je me représente et c'est quoi les mots que j'utilise par rapport à cet événement. Et la troisième des choses, c'est le cerveau, il adore ce qui est familier. Quand quelque chose, il est à l'aise avec quelque chose, c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent dans des relations alors qu'elles ne sont pas bien, mais ils restent dans la relation parce qu'ils sont familiers dans la relation. Ils sont à l'aise dans la relation, c'est-à-dire dans la relation, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de variable, il n'y a pas de changement, mais ils préfèrent rester dans la relation parce que c'est familier. Donc, apprendre à ne pas... C'est ce qu'on appelle, Monsieur Mohamed El Menjra, la zone de confort? Absolument, c'est exactement ça. C'est une autre façon de décrire la zone de confort. Et donc, qu'est-ce que va faire notre cerveau? Il va nous obliger à
Vous voulez quelque chose, je vais vous la donner. Vous dites une image, vous dites un mot, il se le représente. Et troisièmement, il cherche ce qui est familier. Vous voulez prendre le dessus et le contrôle de votre cerveau. À ce moment-là, apprenez à sortir de votre zone de confort. Apprenez à faire très attention comment vous parlez à vous-même, c'est-à-dire quels sont les mots que vous utilisez quand vous décrivez un événement qui vous est arrivé. Si quelque chose est arrivé, je dis c'est une catastrophe, c'est la fin du monde, je vois tout noir, c'est la fin du monde, j'en ai marre, ma vie est terminée, eh bien votre cerveau il va réagir à ce que vous lui dites. Par contre, si vous dites ce n'est pas la fin du monde, on va pouvoir aller de l'avant, ok, cette relation n'a pas marché, mais je savais qu'il y avait des problèmes au départ, qu'est-ce que je vais apprendre, comment je vais faire les choses différemment, ça me donne l'opportunité de travailler un peu plus, je vais prendre un peu de temps, je vais prendre du recul, votre cerveau il va réagir. Donc notre cerveau c'est juste une machine à exécuter ce qu'on fait. Il y a des réflexes, il y a un programme de base, il y a un logiciel de base. Alors c'est maintenant, grâce à ces émissions que l'on fait, grâce à la culture de l'être humain, grâce au développement, grâce à l'apprentissage, on comprend qu'on ne doit pas être esclave de cette peur qui gère notre cerveau, esclave de ce logiciel d'origine qui gère notre cerveau, mais par contre, prendre le dessus, aller de l'avant et prendre des risques. La vie est faite pour prendre des risques. Parce qu'on parlait tout à l'heure, la peur, la chose qui rend les gens malades, c'est ce besoin de tout contrôler. Ben, on a vu qu'avec le Covid, tous les gens qui voulaient contrôler, ben, c'est comme la nature qui nous envoie un message et qui nous dit « Hello, toi la planète, toi la race humaine, tu voulais tout contrôler, eh ben va me contrôler ce Covid ». Oui, magnifique. Mais c'est vrai, Monsieur Mohamed Mejra, il y a des personnes qui ont été fort affectées par la crise sanitaire, qui voyaient tout noir et c'est comme s'ils avaient envie de prendre le contrôle de la situation. Oh, il suffit, je sais pas, j'ai tendance à simplifier les choses, mais c'est comme ça que je voyais la vie, moi, pendant cette période-là. J'avançais, je faisais quand même des choses et j'ai pas le contrôle de la situation. Je peux pas choisir de stopper le virus ou pas, je peux pas avoir aussi un contrôle sur les décisions gouvernementales. Ah ben alors, je lâche prise et je continue ma vie, tout simplement. Oui, absolument, parce qu'il y a une seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vos pensées. Magnifique. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler dans votre vie. Il y a des gens, on oublie, qui ont connu la Première Guerre mondiale. Il y a les gens qui ont connu la fin dans les années 1920, 1930, avec la crise de 29. Il y a des gens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, les bombardements. Eh bien, on a connu le Covid. Et pourtant, durant les Premières et Deuxième Guerres mondiales, en Europe et partout dans le monde, les gens allaient au travail, les enfants allaient à l'école. Et c'est vrai que le Covid a créé beaucoup de problèmes économiques pour certaines personnes. Mais je peux vous dire une chose. Après la tempête, le beau temps. Vous allez voir que justement le Covid a créé de nouvelles opportunités, a créé de nouvelles façons de travailler. Donc c'est vrai que certains métiers souffrent, certaines personnes qui sont dans des industries, je dirais plus ou moins classiques, sont en train de souffrir. Ce n'est pas facile, mais toujours aller de l'avant et de se dire comment je peux sortir meilleur. Donc les gens qui avaient leur vie réglée au millimètre près, quand le Covid est arrivé, ils ont pété un câble. Par contre, les gens qui avaient une vie organisée et structurée et quand le Covid est arrivé, ils se sont dit comment je peux en sortir meilleur, je vais passer plus de temps à la maison, je vais être un peu plus avec ma famille. Ces gens-là font de cet événement quelque chose de meilleur. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Sachez que si vous avez du mal à vous adapter aux situations et aux choses qui vous arrivent dans votre vie, il faut y travailler, il faut travailler dessus parce que c'est aussi une forme, pas une forme, c'est l'intelligence, savoir s'adapter. Une fois de plus, la crise sanitaire, les problèmes, le Covid, je ne sais pas quoi, le gouvernement, on ne sait pas, il y a certaines choses qu'on ne sait pas changer. Alors quoi faire? Se concentrer sur soi, sur ce qu'on peut faire et avancer. Alors Monsieur Mohamed Mejra, une question. Bonjour, ma fille de 17 ans a fait ses résumés et études en regardant des séries et elle arrive très bien à le faire. Je ne comprends pas, mais ça marche. Comment expliquez-vous ça? Je vais écouter votre réponse, si vous permettez, Monsieur Mohamed Mejra, juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed Mejra, spécialiste en transformation rapide. Apprendre à désapprendre. Comment le cerveau peut nous faire échouer ou réussir. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Alors un SMS, bonjour, est-ce que Monsieur Mohamed Mejra consulte
Si oui, comment avoir un rendez-vous? Alors, Monsieur Mohamed Menjra est tagué sur la page officielle d'Arabelle. Arabelle sur Instagram. Vous pouvez prendre contact avec lui. Il fait aussi des consultations en ligne. Alors, Sati sur Instagram, elle dit Salam alaikum, c'est juste wow. Moi, je suis devenue très susceptible. Je ne supporte pas les remarques de mes enfants. Monsieur Mohamed Menjra, quelqu'un qui ne supporte pas les remarques, on va dire, c'est pas le problème des autres, c'est son problème à lui. Oui, pour qu'on vous fasse du mal, vous devez donner la permission. Vos enfants font des remarques, très bien, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ne laissez jamais leurs remarques devenir des jugements de votre personne. Personne sur Terre n'a le droit de vous juger. Magnifique. Alors, c'est vous, Sati, qui devez faire un travail sur vous-même. Peut-être travailler sur les blessures de l'enfance aussi, pour comprendre pourquoi vous réagissez mal à chaque fois que vous entendez une petite remarque. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, cet SMS d'une auditrice, auditeur, je ne sais pas. Donc, bonjour, ma fille de 17 ans fait ses résumés et étudie en regardant des séries. Elle arrive très bien à le faire. Je ne comprends pas, mais ça marche. Comment expliquez-vous ça? Alors, c'est vrai que des fois, quand on voit les adolescents aujourd'hui étudier, on ne comprend pas comment ils réussissent. Moi, j'ai mon fils qui a eu le bac, je ne l'ai jamais vu tenir une feuille et un stylo. Il a tout fait sur la tablette. Je ne comprends pas. Bon, il a réussi. Ce que je veux dire à cette personne, tant que son enfant avance bien, tant que les choses roulent bien, il n'y a aucun problème. Le danger, c'est de faire que nos enfants perdent ce pouvoir de concentration avec le temps et qu'ils soient trop éparpillés. Donc, il faut leur apprendre à, OK, tu as une façon d'étudier, ça marche, mais il faut apprendre à se poser, il faut leur apprendre à être calme, il faut leur apprendre à faire des efforts pour pouvoir mieux se concentrer dans l'avenir. Mais c'est comme ça, c'est une génération qui a une façon de travailler. Tant que ça marche, il n'y a aucun problème. Moi, d'après ce que je lis, peut-être que sa fille, votre fils aussi, Monsieur Mohamed Menjra, c'est un HP ou une HP1, un haut potentiel intellectuel. Ces personnes-là ne peuvent pas se concentrer sur une seule chose à la fois. C'est impossible. En faisant plusieurs choses à la fois, ils sont plus performants. Oui, mais ça fatigue, ça les fatigue. Avec le temps, ça va les essouffler. Oh, ça, il y a ce qu'on appelle le burn-out. J'ai eu le cas d'une personne, un étudiant, 27 ans, et il a fait maths sup, maths spé, brillante école d'ingénieur, brillante école de commerce en France, travaillé dans une très très grande banque d'affaires. À 27 ans, il a décroché. Il est rentré, il a arrêté ses études, il a arrêté son travail, il a dit j'en peux plus. Le fait d'avoir notre cerveau qui va dans tous les sens, c'est pas bien. Il faut apprendre à limiter le nombre de pensées, hein. À se calmer, oui, à se maîtriser. Et là, la chose qui peut aider, c'est de faire du sport. Quand vous faites du sport, vous permettez à vos enfants, même aux adultes, de brûler un excès d'énergie qu'on a dans le bon sens. Magnifique. Alors, un message sur Instagram. Pendant le confinement, j'ai pris cette opportunité pour apprendre à prendre soin de moi et lâcher prise avec les enfants pour pouvoir me recentrer sur mon projet d'avenir professionnel. Aujourd'hui, je suis presque arrivée à sa mise en place dans la vie réelle. Il ne manque pas grand-chose. Magnifique exemple, Monsieur Mohamed Menjra. C'est vrai que plusieurs personnes ont profité de la crise sanitaire pour avancer sur leurs projets privés, leurs rêves d'enfance aussi. Moi, je dis à cette auditrice, bravo, bravo et bravo. Magnifique, merci Monsieur Mohamed Menjra. Alors on parlait de comment le cerveau peut nous faire échouer ou réussir. Le cerveau aussi, Monsieur Mohamed Menjra nous trompe ou nous suggère ou nous dicte des croyances limitantes qu'on répète et que par exemple aussi, des fois ce sont les autres qui nous les disent et qu'on les enregistre. Comment on va dire travailler sur ces croyances limitantes? D'abord, une croyance, elle est toujours limitante. À partir du moment que vous croyez quelque chose, elle vous limite. Même une croyance positive, par exemple, me dire je suis capable de faire. Mais tout. Capable de quoi? Je suis capable d'avancer dans la vie et d'affronter les choses qui vont m'arriver. C'est une croyance positive, on va dire, non? Oui, c'est une croyance positive, mais moi je dis faites attention à toutes les croyances que vous avez, croyances par rapport à votre potentiel, je n'en ai pas dans le domaine religieux, croyances par rapport à ce que vous pouvez faire, et toujours construire de nouvelles croyances, toujours updater vos croyances, toujours élargir vos croyances, toujours redéfinir vos croyances. Parce que c'est ça l'essentiel dans la vie, c'est de grandir. Nous sommes des cellules qui grandissent. Cette idée qu'on arrive quelque part, on est arrivé, non, on arrive quelque part, c'est pour aller encore quelque part d'autre.
pas nécessairement dans un cumul excessif de moyens financiers, mais de devenir sa meilleure personne, de réaliser, de contribuer sur un plan humain, sur un plan social, sur un plan personnel. Donc, quand vous avez quelque chose qui vous limite, posez-vous la question, qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Pourquoi je pense cela? Depuis quand? Comment ça se fait que les autres ne pensent pas cela? Quand vous avez quelque chose qui vous limite, mettez en question cette pensée. Ça va réduire sa force. Et deuxièmement, quand vous avez quelque chose qui vous fait peur, quand vous êtes convaincu que c'est une bonne décision à prendre et que vous ne le faites pas, à ce moment-là, apprenez à maîtriser votre peur. Alors moi, ce que je dis, il y a un modèle de décision qui est très simple que j'encourage les gens à utiliser. Quand vous prenez une décision, vous demandez à votre peur, vous demandez quand vous voulez prendre une décision. Quel lapsus, monsieur Mohamed. Demandez à votre peur. Quand vous voulez prendre une décision, on l'a déjà dit, vous demandez à la tête la logique, vous demandez à votre cœur ce que vous avez envie de faire, vous demandez à votre instinct la chose qui vous dit de le faire. Quand les trois sont d'accord, vous foncez. Voilà. Être convaincu de quelque chose, c'est quand l'intérieur de vous-même vous dit oui. Et entre l'intérieur de vous-même et votre cerveau, l'intérieur de vous-même est beaucoup plus puissant comme source de décision. J'ai pris quelques petites secondes pour réfléchir à ce que vous avez dit, monsieur Mohamed Medja. C'est vrai que vous avez raison. Quand vous avez dit apprendre à remettre en question même les croyances qu'on croit positives. Parce que moi, à certains moments aussi, j'entendais toute ma vie que pour réussir, il faut travailler dur. Et en faisant mon émission, une fois, je me rends compte que c'est une pensée limitante. Il ne faut pas travailler dur, mais travailler intelligemment. Il y a des gens qui travaillent moins, mais qui réussissent mieux que d'autres. Parce que quand on voit moi j'apprends ça aux dirigeants d'entreprise, je leur dis, le premier niveau d'efficacité, c'est quand vous gérez votre temps. Ah, moi j'arrive à faire ça, regarde comment je gère mon temps. Le to-do list et tout ça. Le deuxième niveau d'excellence dans la gestion de ses compétences, c'est la gestion de son énergie. Moi j'ai mon énergie, je gère mon énergie, je fais attention comment je dépense mon énergie personnelle. Mais le vrai niveau d'excellence, c'est où c'est que vous mettez votre attention, votre focus. C'est-à-dire, tu peux venir au travail, Manel, prendre 1 heure, mais faire quelque chose de tellement important que le résultat est exceptionnel. Donc, le but n'est pas de remplir votre calendrier, le but n'est pas de remplir votre emploi du temps, mais le but est de vous dire vers quoi je dirige mon attention, où c'est que je mets mon effort. Et quand on sait diriger son attention, on fait des choses extraordinaires. C'est pour ça que l'on dit il faut travailler intelligemment et pas travailler pendant des heures interminables. Magnifique. Pour résumer, toujours remettre en question ces croyances qu'on nous a transmises. Alors, j'ai un SMS, elle parle de... Pour résumer, j'ai encore quelques secondes, monsieur Mohamed Medja. Elle parle de sa fille de 11 ans qui ne peut pas regarder, elle dit, des publicités ou des scènes à la télévision qui parlent de parties intimes ou de sexualité. Elle se plonge directement dans un état de gêne et se retourne la tête. Monsieur Mohamed Medja, une fille de 11 ans, est-ce qu'elle peut développer ce genre de réflexe si elle n'a pas vu ça chez des adultes? Si elle a ce réflexe, c'est qu'elle a vu quelque chose. D'accord, clairement. C'est qu'on lui a transmis que... quelque chose, il y a quelque chose. Elle a observé, elle a entendu, elle a vu, elle a vécu. Est-ce que c'était quelque chose qu'elle devait voir ou qu'elle ne devait pas voir? Est-ce que c'était quelque chose dans sa famille? Les raisons sont multiples, mais il y a quelque chose qui gêne. Alors ce genre de choses, il faut les prendre très au sérieux, pour la simple raison qu'elle peut développer une mauvaise relation avec son corps. Ah. Et à ce moment-là, ne pas avoir une bonne relation avec son corps, ça va l'empêcher d'avoir de bonnes relations avec les autres. Relations en termes d'échange, de partage, et plus tard, quand elle sera mariée, de vie sexuelle et de vie de couple. Magnifique. Ça peut choquer des gens ce que je vais dire, mais je suis désolée, c'est ma façon de voir les choses. On peut être d'accord ou pas avec moi. On a aussi grandi dans des familles où quand on voit des publicités de serviettes hygiéniques ou qu'on parle de règles, on zappe. Ici, on voit aussi 2 adultes, un couple qui s'embrasse aussi, je zappe. Je ne vois pas pourquoi, en quoi c'est gênant que 2 adultes s'embrassent et en quoi c'est gênant de parler de règles ou des choses qui sont, on va dire, tout à fait naturelles. Monsieur Mohamed Medja, un dernier mot, j'arrive déjà à la fin de cette émission. Oui.
parce que vous avez parlé de quelque chose qui fait partie du cycle de la vie chez la femme, et au contraire, l'amour, les gestes de tendresse, il y a une différence entre l'obscénité et des gestes d'amour et de passion. Quelqu'un qui tient la main, quelqu'un qui embrasse, quelqu'un qui fait un câlin, ce sont des gestes d'amour. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont obscènes, mais au contraire, encourager nos enfants à aimer, à recevoir, à donner, à partager. Quand on les fait grandir dans cet amour-là, ils sont bien avec eux-mêmes. Mais quand on fait de ça quelque chose de tabou et de pas bien, on crée chez eux des croyances qui vont vraiment leur poser des limites plus tard. Et comme ça, c'est comme ça, je crois et je pense que cette fille de 11 ans a développé ce genre de réflexe. Merci du fond du cœur, Monsieur Mohamed Menjra, d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.